Bagarreuse, salut Jeep. Salut Juji. Débrief MMA GP de Genève. Enfin, l'événement avait été repoussé, il a eu lieu le 16 septembre, donc hier soir. Après des annulations, mais bon, on en discutera plus tard. Yes. Il y a eu de belles affiches, 2 combats pour la ceinture, du combat féminin, du striking, de la soumission. On débriefe ça tout de suite. Ouais, mortel. On commence tout de suite par le main event. Yann Kouadja contre Saïd Malem, un local. Un local. Qui habite en Suisse. Deux très gros bébés. Déjà, plus de 100 kills, malgré qu'il combattait en moins de 93. D'ailleurs, Yann, tu loupes la pesée. Malgré un cutting, malgré du sauna, etc., ça a été très dur. En tout cas, deux très beaux bébés à plus de 100 kills lorsqu'ils ont combattu. Déjà, quand tu les vois monter tous les deux dans la cage, tu te dis ce qu'on va Tu sais que le 5x5, il tiendra pas 5 minutes. Voilà. 5x5. Des monstres. Physiquement, tu sais que ça va cogner, qu'il y en a un qui va descendre forcément. D'ailleurs, ça part vite en striking. Et je pense que Yann domine quand même Malem sur le premier round. Franchement, quand tu vois les coups. Tu vois deux puissances, mais. Tu te dis, si Yann touche, ça va faire mal. En face aussi, tu dis que si ça touche, ça peut faire mal. Mais il a plutôt un physique de lutteur quand tu le vois. Plutôt qu'un physique de boxeur, etc. Moi, je m'attendais plutôt à un Yann dominateur puissant en boxe. Qui allait gagner le combat. Moi, sincèrement, je pensais vraiment qu'il allait gagner le combat. Vu la physionomie du premier round, oui, il domine largement le premier. En tout cas, moi, je ne le donne pas perdant, ça c'est certain. Les juges, je ne sais pas, mais moi, je ne le donnais pas perdant. Et tu t'attends au deuxième round, un peu la même chose, et qu'à un moment donné, ça allait toucher, que ça allait finir en ground and pound. Ouais. Et ce qui est de plus étonnant, c'est que sur les phases de grappling du premier round, il domine, il arrive, comme on l'a vu, à le retourner assez facilement. Attends, la puissance, puissance de Yann. Il te met les mains sur les hanches, et il ponte, et il te le... Incroyable, franchement. Comme si c'était un 60 kg en face. C'est ça, vraiment. Et ça bouge, hein. Les deux là, ils bougent pour le poids qu'ils font. Et c'est pour ça en plus que tu te dis que ça va pas tenir les 5x5. Et effectivement, le deuxième round commence, pareil, ça part en striking. Et je pense que Yann prend un mauvais coup, on le voit mal à l'écran. Je pense qu'il prend un coup derrière la tête parce que quand il tombe. On ne voit pas déjà le bras de tête déjà à l'écran. Parce qu'on n'était pas, on va pas se mentir, on n'était pas au MAGP de Genève, on l'a vu comme vous, pour ceux qui l'ont vu via la télé. Et on ne comprend pas trop déjà le bras de tête. On a du mal à comprendre déjà. Déjà la position montée la position montée qui défend pas. Et là, c'est là que tu te poses des questions déjà en fait. Et il prend le bras à tête vraiment très facilement. Ça m'a fait penser un peu à Oliveira Makhachev, tu vois, sur la finition. Mais je pense qu'il prend un mauvais coup pour ne pas défendre comme ça. Parce que connaissant le niveau d'Yann et le niveau surtout de la Hatch Academy. Quand tu vois qu'il y a qui dans le coin déjà, parce que t'as Boris. T'as Boris dans le coin. Et Boris d'ailleurs sera dans le coin aussi de Cédric Dombé, normalement lors du PFL. Du 30 septembre. C'est Hatch qui nous l'a dit lors de l'interview post-finale de la Super League. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur notre chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous, si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche, ça vous le savez déjà. Et donc, il nous dit donc que ce sera Monsieur MMA, donc Boris, qui sera dans le coin de Cédric. Donc, quand tu as ce type de personne dans ton coin, normalement, tu sais que tu sais et puis surtout l'entraînement qu'il y a derrière. On sait que le boulot qu'il fournit derrière, donc voilà. Il y a du monstre. On essaiera d'avoir les infos de Yann directement, voir comment il a ressenti les choses. Mais à mon avis, il prend un mauvais coup et il est plus dans le combat quand Malem est dessus, en position montée. Donc voilà, défaite malheureusement, pas de ceinture à 38 ans. Est-ce qu'on aura la chance de le revoir encore? Je ne sais pas. Oui, il a encore la niaque, je pense. Oui, encore la niaque. mais tu sens qu'il aime bien aussi coacher. On l'a vu à la Suprême. C'est vrai. Il aime bien Est-ce qu'on le verra un peu plus aussi dans ce rôle-là à l'avenir? Oui. Voilà. Deuxième combat de la soirée, deuxième ceinture. Là, il a tenu toutes ses promesses, il a tenu au bout des 5x5. Et franchement, quelle guerre c'était serré. Alphand contre... Alphand Rocher contre Tachon. Contre David Tachon, Et là, on a reconnu, on a vu le style de Old School. Tu sens la patte Gaëtan Hurtel Old School Academy. Et d'ailleurs, gestion de la distance. Grosso modo, vite fait. Vous verrez bientôt le portrait d'un autre champion de la Old School, champion d'ailleurs du MAGP des 57 kilos. Tu penses à Michael Aljarouj. Vous le verrez bientôt chez nous dans une série de portraits qui est consacrée aux plus grands combattants du MMA et de la boxe et du pied-point en France. Tout ça, ça sera sur la bagarre. Restez connectés. C'est du très très lourd qui arrive. Pour revenir au style Old School Academy, effectivement, Alphand il fait le game plan à la perfection sur le premier round. Striking, gestion de la distance.
Il se fait contrer quand même à un moment donné sur un gros low kick bien appuyé et après il se fait enchaîner par un cross. Peut-être parce que il est très prévisible dans le timing en fait, dans la lecture. Si on doit parler purement de technique, on peut le comparer donc ce combat justement à celui de Michael Jarouche contre Borsa pour les moins de 57 kg. On a exactement le même style, c'est-à-dire que pas de guerre, c'est-à-dire on va marquer les points, on touche, on reste pas, on boxe. Ça boxe intelligemment et ça reste pas au sol. Très peu de coups. On touche les points, on bouge. Si on regarde bien, Alphand est plus grand, donc il a fait une chose très simple, c'est qu'il a utilisé un jab sec. Un jab sec, c'est-à-dire limite droite, quoi. Direct, la ligne directe. C'est la ligne directe, pardon. Donc il envoie son bras, il touche, il pique, il fait mal, il repart. Il pique, il fait mal, il repart. Ou alors, il le tient à distance. Le front kick, c'est la même chose. En face, il n'y a pas le choix. Plus petit, donc il cherche plutôt des coups lourds, donc des coups circulaires. Il doit réduire la distance, donc vous le voyez, il bouge sur les côtés. Quand il bouge, le premier round, il a du mal à le cadrer. C'est ça. Et après, Alphand commence à mettre les choses en place. Et d'ailleurs, lors du combat, il va même utiliser le 1-2, donc gauche-droite, en direct. Il finit en jambe lorsqu'il peut le faire. Il reste sur son game plan. Lorsqu'il va au sol, il ne reste pas au sol. Il reste pas au sol, il se relève direct. Le game plan, c'est ça. Pourtant, il n'est pas mauvais au sol. Pourtant, il n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, on a une petite anecdote par rapport à ça, comme quoi il était vraiment très préparé. Lors de la Supreme League, on l'avait croisé pour la finale de la Supreme League, donc au mois de juin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il nous dit je viens de faire un 5x5, c'est après logique pour un combattant, sauf que le mec ne combat pas dans la soirée. C'est exactement ça, sauf que le mec ne combat pas dans la soirée. Vient là pour regarder les copains, mais il fait quand même un petit 5x5, histoire de se rassurer. Il prend la salle d'entraînement, il se fait un 5x5. Donc, parce que le MMA GP était prévu une semaine après, effectivement après ça a été annulé. Exactement. Donc, mais vous voyez, malheureusement, simplement pour vous dire, à l'old school, on laisse rien au hasard. Et les garçons sont rigoureux, on le voit, ils sont intelligents, c'est un super coach. On le dit, on le répète, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ah, t'en vas nous taguer de pro old school. Non, on n'est pas pro old school. On aime les gens qui travaillent bien, qui sont intelligents. Donc c'est un club qui est intelligent. Leur coach est très intelligent. Donc voilà, on voulait simplement le signaler. Moi, je vais me mettre un petit bémol sur le premier. Je pense qu'il aurait pu le finir. On sait qu'en face, des Bitachons très forts au sol. On l'a vu dès qu'il était surplacé en striking, il essayait d'amener au sol. Et sur le premier, il pique avec un front kick. Tu vois Alphand qui pique un front kick, il suit derrière, coup de genou contre la cage. Débit tombe. Tu t'attends qu'il le finisse clairement. Tu t'attends à ce qu'il finisse. Le mec est carrément sonné et il se jette dans sa garde. L'autre ferme la garde et laisse passer la fin du round et il récupère. Dommage parce qu'après, la physionomie du combat avance et c'est pas forcément à l'avantage d'Alphand. Non. Oui, c'est vrai qu'après, surtout sur le 4e, 5e round, Tachon arrive enfin à emmener Alphand au sol. Il y a 2 bonnes défenses, 2 bons sprawls, mais après il finit par passer son takedown et effectivement quand c'est au sol, il est quand même assez... ça s'équilibre et Tachon prend de bonnes positions. À plusieurs reprises d'ailleurs, peut placer des coups lourds, des coups de coude. D'ailleurs il l'a fait. Même si Alphand l'a fait aussi précédemment dans le combat. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, on a pensé pour lui. Mais moi, ce qui m'a étonné sur Alphand, c'est que ok, ça envoie des coups de coude en face, mais comment il est pas? C'est la défense, quoi. La défense, franchement, c'est le coup de coude. Alphand, c'est ça aussi qu'il a de beau, c'est le coup d'œil, quoi. Clairement, il a le coup d'œil. À 26 ans. En striking, il a le coup d'œil et même au sol pour parer les frappes. Un sacré coup d'œil, quoi. Après, encore une fois, pour revenir sur le game plan, il l'a appliqué jusqu'à la fin du combat, malgré ce qui s'est passé au dernier round, ou encore il a encore emmené au sol au début du combat, au début du 5e round, pardon. Mais dès qu'il peut se relever, il se relève et il finit le round comme c'était prévu dans le game plan. Il marque les points, il finit, il gagne. Rien à dire. On peut supposer qu'il va peut-être rester au MAGP, ce qu'on souhaite, mais qu'il va aller aussi peut-être à l'international. Ça veut dire peut-être, tu vois, sur 2 orgas. Une défense de ceinture et puis après s'il se fait... Ou alors une double orga. Tourner en France et tourner aussi à l'étranger, ce qui serait peut-être aussi possible. Bien sûr, Combat d'après. Allez, on enchaîne. Combat d'avant, selon comment on le regarde. On a aussi super combat. Mathias Poiron, Emerson de Shark Silva. Ça annonçait la guerre. On savait que Emerson, il est solide. C'est un gars, on a déjà vu au MAGP. Les 2 combats précédents au MAGP, il les gagne avant la fin. Avant la fin. Par soumission. Soumission. Au premier round. Les 2 au premier round. 27 secondes pour l'un et l'autre 4 minutes et quelques. Le deuxième, c'était pas le précédent, c'était pas au second round qu'il a gagné, je sais plus. Non, il me semble que c'est en tout cas, c'est du finish. Voilà, c'est du finish en soumission. Le seul combat qu'il perd récemment, c'est à 3 au 3e round par un TKO. Donc garçon très solide, école Voirin,
Là, il a Cyril Diabaté dans son coin. Donc voilà, grand coach, grand nom, des spécialistes du MMA, de l'UFC, etc. Voilà. En face, il y a quelqu'un de solide. Mais Mathias, c'est 4 combats avant, 4 finishes. 4 finishes en soumission, en striking. Il sait tout faire. Nous, il nous avait impressionnés lors des 2 MAGP précédents. Combattant super complet, quoi. Et impressionnant, et surtout qu'on voit. Déjà, il manque de TKO Emerson sur le premier round. Avec un coup de genou sauté qui lui explose le nez. Je sais même pas comment il fait pour résister. Sauvé par le gang, je pense. Sauvé par le gang. Je pensais que c'était fini. Ouais, moi aussi. Je pense que tout le monde dans le public avait vu c'était fini. Franchement, c'est pas pour manquer de respect à Emerson. Peut-être il est passé à travers. Mais Mathias, il lui a vraiment marché dessus, quoi. Il a un bulldozer, franchement. Ce qui est impressionnant, surtout ce qui est impressionnant, c'est quand il y a Emerson en face, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois le gabarit du gars. Oui, c'est ça. et en plus, c'est un garçon courageux. Hein. Il envoie, tu vois, il va pas se cacher, etc. Là, tu l'as senti tout de suite. On voit, sa gestuelle ne trompe pas. Il est vraiment sur le reculoir, il est tout le temps en train de défendre, il tourne, il se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Je suis en train de prendre une déferlante, je sais pas gérer, j'arrive pas à gérer. Il a pas la solution, quoi. Il a pas la solution. Il a pas réussi à aller le chercher. Tu sens qu'en face, de toute façon, c'est fort aussi au sol, c'est fort en lutte. C'est fort partout. Par contre, il est sûr de lui, en fait, c'est ça. Il avance et c'est ça. Hein, c'est vraiment sans manquer de respect aux combattants, c'est qu'il lui marche dessus. C'est-à-dire qu'il avance. Il avance. Tu lui donnes tu lui donnes trop d'informations. Exactement. Et voilà, t'as pas le temps de recomposer, de réagir, de faire ton jeu. Et au deuxième round, c'était fini. C'est-à-dire que là, on le voit, il revient, il saigne énormément. Est-ce qu'il a une hémorragie nasale ou pas? Je ne sais pas, sincèrement, si elle est cassée ou pas, on ne sait pas. Ce qu'on voit, une chose est sûre, c'est qu'il saigne énormément. Et il repart quand même, quoi. Il repart quand même, il a mal au nez. La problématique, lorsque ça t'arrive, un Yoka pourra vous le dire, c'est que déjà, tu as les yeux, tu as des larmes dans les yeux, tu as du mal à respirer. Tu as la bouche ouverte. Tu penses à te protéger le nez, mais tu n'es pas un boxeur, donc ça peut être problématique pour lui. Et ça l'est, et ça n'a pas raté, quoi. Il l'a fini comme on pouvait l'attendre. Oui, vraiment domination, et Poiron est très intéressant comme combattant. Je sais pas la suite pour lui. Je sais qu'il va combattre pour le tournoi, parce que c'était un tournoi. Exactement. Dans la catégorie, donc il va combattre le gagnant du combat précédent. On va vous dire après. Mais il va pas rester. Sincèrement, il va pas rester en France. Ce garçon, ce potentiel-là, ce niveau-là, il fera peut-être encore quelques combats en France, je ne dis pas le contraire. Mais 2024, on va le voir dans une grosse orga européenne ou mondiale. Il est vraiment de très très haut niveau. On a hâte de le voir contre des adversaires encore de plus haut calibre. Donc effectivement, il a gagné son combat. Il affrontera donc Keweni Lopez, le Brésilien, qui a vaincu Alvin de la Old School. Ouais. Alors là, petit souci pour Alvin, petit bémol. Là, on n'a pas reconnu le Alvin et la Old School. C'est ça. On n'a pas reconnu le Alvin en tout cas, ça c'est certain. Parce qu'on se rappelle des 2 combats précédents où il gagne les 2 combats avant la fin. C'est un striker, un très bon striking. Et là, tout de suite, par un plus petit que lui, on n'a pas vu son striking se mettre en place. On ne l'a même pas vu commencer le combat, à vrai dire. Peut-être un problème dans la prépa ou dans le cutting. Franchement, on s'est posé la question s'il n'y avait pas un souci. On sait pas. Alvin, si tu regardes la vidéo, à réagir en commentaire ou quoi. C'est vrai que nous, on a notre regard extérieur. Oui, bien sûr. On émet des suppositions. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du combattant. Blessure, problème, quelque chose. Et en tout cas, on a l'impression que tu as commencé le combat uniquement limite, ça va se directement à lui. On a l'impression qu'il a commencé le combat au 3e round. On a l'impression que les 2 premiers rounds, non pas qu'au 3e round, ok, le Brésilien a levé le pied, on est d'accord. Mais même, il y a une hargne qui commence à apparaître chez Alvin, on commence à reconnaître le Alvin, il est complètement éteint. Peut-être du coaching, Gaëtan qui lui dit vas-y, tu perds les 2 premiers, donc... Oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut un KO pour le 3e pour remporter le combat. Donc et pourtant c'est bizarre, parce qu'en face, il est plus petit, mais il est plus volontaire, entre guillemets, il a plus... il a plus envie, il y va, il touche, ses coups font mal, on voit, ça fait mal, et on voit qu'Alvin n'a pas la solution, quoi. Il est vraiment sur le reculoir. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment compris, victoire logique, on va pas le nier, donc, mais je pense pas sincèrement on se l'est dit, que Lopez fera le poids par contre. Donc on a une finale du tournoi, effectivement, et Lopez contre Mathias Poiron, donc à voir, peut-être au prochain MMAGP. Je sais pas comment Abdel a booké le tournoi, mais... logiquement, en tout cas, on devrait voir Bordeaux, le prochain MMAGP, ça devrait être à Bordeaux. Oui, c'est ça, tout à fait. On avait un combat féminin en plus, une Russe contre une Polonaise. Alors franchement... Donc Claudia Sigula contre
du Yakutchenko. Moi, ce sera mon gros bémol sur la soirée, ce sera celui-là. Ah ouais? Parce qu'il n'y a pas une classe, il n'y a pas deux classes. Ah, tu parles au niveau de l'opposition. C'est un monde. Il y a un monde d'écart entre les deux. La polonaise, elle est simplement incroyable. En face, inexistante. Hein. Je pensais même qu'elle allait finir au premier round. Oui, c'est vrai. Je sais même pas comment elle a fini pas au premier round. Encore un front kick au foie. Ouais, bah oui. En plus, en face, on en a eu beaucoup pendant la soirée. Il y en a eu beaucoup de pendant la soirée. Et en face, limite, elle en volait à l'arbitre de l'avoir arrêté parce que t'as pris un coup. On n'est pas en boxe, on va pas te compter à 10. Hein. Voilà, change de sport. Mais donc, rien à dire là-dessus. Kowalski contre Carvalho. Bon, on va dire grosso modo, la même chose, un striker contre un grappleur. Le grappleur, le brésilien, n'a pas fait le poids. En face, ça a dominé. Pour une décision logique. On va faire franco-français, hein, si vous voulez bien, en tout cas français. Donc voilà, victoire logique des Polonais. Ouais, aussi, carrément. Un combattant de la Snake Team, enfin. Ensuite, Fabien Xabidi contre Mervan Genser. Ouais, retour de la Snake Team au MAGP. Victoire logique de Fabien. Il domine le premier round, le deuxième round, troisième, certes il le perd, mais il a gagné les deux autres, il n'y a rien à dire. Même ce troisième round, il aurait pu mettre KO. Hein. Il met un coup de coude. Ouais, c'était beau. C'était beau. Franchement, la Snake Team, il nous régale. Là, tu ressens la petite patte Cyril Diabaté quand même. Hein. Ça doit bosser du coup de coude. Moi, je me dis, descendre. Et dommage, franchement dommage. Il sait tout faire. Striker. En face, c'était un mec qui vient du JJB. Franchement, il n'en avait rien à faire. Ok, tu viens du JJB, on y va parce qu'il a coincé contre la cage. Coincé contre la cage des coups. Et puis, exactement, donc ça ne veut rien dire, tu viens du JJB. Là, c'est du MMA, c'est pas la même chose. Donc, bon striking, bon en lutte, bon au sol. Franchement, Fabien, rien à dire. Super combat, super belle victoire. Top. On avait Lucas Rey en plus contre Djibril Ntenga. Latch Academy. Première victoire pour lui. Il avait envie de prouver. En face, il est plus petit, il a des cuisses, mon gars, des cuisses monstrueuses. Et il gagne par striking. Premier round, il lui met un crochet du gauche. C'était solide. Voilà. Le seul, alors vraiment le seul bémol, parce que on va vouloir être un peu taquin. J'ai pas trop compris pourquoi il avait les appuis très ancrés au sol, il descendait, se mettait quasiment à la taille de Reyes. Là, souvent c'est ça, quand des fois tu boxes un plus petit, tu te mets, tu te mets à son niveau en fait. Il descendait. Par mimétisme, c'est vrai que c'est une erreur souvent qu'on voit chez les strikers. Alors que utilisait ça son allonge, mais bon, rien à dire, super belle victoire. Maintenant, il faut continuer sur cette profiter de cette lancée, profiter de cette victoire pour continuer. Je pense qu'après, ils voient le matchmaking et même AGP, ils sont bons pour booker assez rapidement niveau des combats. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous nous retrouvez très vite pour des débriefs. La semaine prochaine, pour ceux qui ont l'occasion d'aller regarder, il y a le Game of Cage. C'est de l'amateur, mais de l'amateur de très haut niveau. Le 14, en parlant de l'amateur, il y a l'AEF aussi qui revient le 14 octobre. Effectivement. Il y a le PFL qui arrive le 30 septembre au Zénith de Paris. Voilà. On en reparle. Allez, on se dit à très vite. Allez, à bientôt. Et merci pour tous et suivez-nous. La bagarre.